Mes beaux-parents étaient ivres-morts à notre mariage, mais ils s'en fichaient éperdument. Alors que les invités chuchotaient déjà sur leur passage, ils ont commencé à me hurler dessus. C'est trop tard maintenant. Tu es marié. Mais si tu veux faire partie de cette famille, tu vas devoir prouver que tu as les moyens. Ils ont enchaîné sans vergogne. Oui, ton père a raison. Alors assure-toi de nous verser 15 000 € par mois, comme bonus de bienvenue. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'ils osaient proférer de telles exigences en pleine réception de mon mariage. Je les fixais, sentant mon visage se décomposer. Quand mon père leur a arraché le micro des mains, avez-vous déjà été poignardé dans le dos par la cupidité d'un membre de votre famille, au moment même où vous étiez censé célébrer l'amour? Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Mon père, Marc, n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il se tenait là avec la prestance d'un homme qui avait passé 30 ans à juger ses semblables du haut de son siège de magistrat, un homme dont le silence pesait bien plus lourd que leur braillement d'ivrogne. Je voyais ses jointures blanchir sur le micro, seul signe de la tempête qui grondait sous son calme olympien. Il regardait Catherine et Philippe non pas avec colère, mais avec cette déception clinique qu'il réservait aux avocats dont les plaidoiries étaient particulièrement médiocres. Pendant une seconde, le penthouse du 8e arrondissement de Paris est devenu silencieux, à l'exception du ronronnement de la climatisation et de la sirène lointaine du SAMU sur l'avenue Montaigne. Je restais plantée là, dans ma robe en soie sur mesure, la dentelle me démangeant la peau, me sentant comme un spécimen sous un microscope. C'était censé être le début de ma vie. Mais en voyant le visage rougeau et narquois de ma belle-mère, cela ressemblait davantage à un contrôle fiscal. Catherine a tendu la main pour essayer de récupérer le micro, ses bijoux hors de prix tintant comme des éclats de verre. Elle a ri, un son sec et cassant qui m'a fait grincer des dents, et s'est penchée assez près pour que je sente l'odeur du gui onéreux dans son haleine. Elle a dit à mon père de se détendre, que nous étions tous une famille maintenant, et que la famille veillait aux intérêts des uns et des autres. Mais tandis qu'elle parlait, ses yeux restaient fixés sur moi, froids et calculateurs. Elle a commencé à parler d'Antoine, disant qu'il était leur trésor, leur héritage, et qu'une femme comme moi devrait être reconnaissante de pouvoir se tenir dans l'ombre de leur nom. Elle s'est approchée encore plus, me chuchotant que mon titre d'architecte logiciel senior n'était qu'un joli passe-temps, mais qu'il était temps de mettre ce salaire de cadre supérieur au service de la famille qui m'avait accueilli. J'ai regardé Antoine, mon cœur martelant mes côtes, attendant qu'il intervienne. J'attendais l'homme qui avait promis d'être ma forteresse. L'homme qui avait passé 1 an à me convaincre que mon cœur était en sécurité avec lui. Mais Antoine n'a pas bougé. Il restait là, à ajuster ses boutons de manchette, le regard fixé sur un point vague au-dessus de la tête des invités. Il avait l'air parfaitement soigné et complètement vide. C'est à ce moment-là que la première fissure est apparue dans ma version de la réalité. J'ai réalisé que mon silence initial n'était pas seulement dû au choc. C'était un instinct de survie, affiné par des années à bâtir mon propre succès à partir de rien. J'avais l'impression qu'un château de cartes s'effondrait au ralenti. J'avais passé toute ma carrière à concevoir des systèmes logiques, sécurisés et résilients. J'avais bâti l'architecture Aegis pour être une forteresse contre les données corrompues et les menaces externes. Et pourtant, j'avais laissé cette famille franchir la porte d'entrée de ma vie sans le moindre contrôle de sécurité. J'ai réalisé que je vivais dans une cage que je croyais en or, mais qui n'était que du fer peint. J'avais tellement désespérément voulu la chaleur d'une famille complète, chose qui me manquait depuis la perte de ma mère, que j'avais ignoré les barreaux froids qu'on forgeait autour de moi. C'était la chaîne invisible d'une survivante. J'étais tellement concentrée sur le fait de réussir et de prouver que j'étais à la hauteur, que j'étais accidentellement devenue la cible parfaite pour des gens qui ne voyaient de valeur que dans ce qu'ils pouvaient prendre. La main de Catherine a effleuré mon bras, et j'ai tressailli. Ce n'était pas un geste d'affection, c'était un geste de propriété. Elle m'a dit d'être raisonnable, d'arrêter de faire une scène et de réfléchir au contrat dont nous avions discuté. Elle appelait ça un test de ma dévotion. Elle rendait la chose si normale, si nécessaire, comme si c'était moi qui étais déraisonnable de vouloir garder l'argent pour lequel je travaillais 80 heures par semaine. Je sentais la suite de luxe se refermer sur moi. Le faste parisien, ressemblant soudain à une cellule de prison très coûteuse. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai juste regardé la sortie, et j'ai réalisé que la seule personne qui allait me sauver était la femme qui avait tout construit de ses propres mains. Antoine est entré dans la suite nuptiale 2 minutes après le départ de sa mère. Il n'est pas venu s'excuser. Il n'est pas venu voir si j'allais bien.
Il est entré et a vérifié son reflet dans le grand miroir, ajustant la cravate que j'avais choisie pour lui 3 mois plus tôt. L'odeur de son eau de Cologne, qui me donnait autrefois l'impression d'être à la maison, ressemblait maintenant à la signature chimique d'un prêt usuraire. Il m'a regardé à travers le miroir et m'a dit que je faisais des histoires. Il m'a dit que ma réaction dans le couloir l'embarrassait et que sa mère essayait seulement d'assurer la sécurité de notre avenir. C'était un chef-d'œuvre de manipulation mentale. Il parlait avec un ton calme et rodé, celui qu'il utilisait pour décrocher de gros contrats marketing. Il m'a dit que j'étais clairement épuisée par l'organisation du mariage et que mon stress me faisait halluciner de la malveillance là où il n'y avait que de la tradition. Il a dit qu'à Paris, la famille était une marque et qu'une marque nécessitait des investissements. Il a décrit les 15 000 € par mois non pas comme un vol, mais comme un abonnement à un style de vie dont j'avais la chance de faire partie. Il a littéralement dit que je devrais voir cela comme des frais de gestion pour le capital social que ses parents apportaient. Puis est venu le coup de poignard dans l'obscurité. Il s'est appuyé contre le cadre de porte en acajou et m'a dit que Catherine s'inquiétait pour ma santé mentale. Il a dit qu'elle avait déjà été obligée de dire à nos invités que je faisais une petite dépression due à la pression. J'ai réalisé alors que pendant que j'étais ici à essayer de reprendre mon souffle, Catherine était dehors en train d'empoisonner le puits. Elle menait une campagne de rumeurs, transformant mon choc en symptôme d'instabilité. Si je me plaignais maintenant, je ne serais qu'une mariée hystérique. Si je ripostais, je lui donnais raison. C'était un piège circulaire parfait, conçu pour m'isoler, jusqu'à ce que je n'aie d'autre choix que de signer ce chèque pour sauver ma propre réputation. C'était le piège de la cruauté normalisée. J'ai regardé Antoine et j'ai réalisé que pour lui, ce n'était pas une trahison. Pour sa famille, l'exploitation d'un étranger n'était qu'une pratique commerciale standard. Ils avaient passé des décennies à traiter les gens comme des actifs à amortir et à jeter. Ils étaient sincèrement, véritablement choqués que je ne me soumette pas à l'audit. Dans leur monde, l'empathie était un passif, et la cupidité un héritage. Ils avaient normalisé ce comportement depuis si longtemps qu'ils ne voyaient plus le sang sur leurs mains. Ils ne voyaient que le profit sur le bilan comptable. Je me suis tenue près de la fenêtre, et j'ai regardé les toits de Paris, mais je regardais en réalité les chiffres dans ma tête. J'ai pensé à mes architectures logicielles, aux portes logiques, aux sécurités. Toute ma vie était construite sur le principe que si un système est compromis, on n'essaie pas de le réparer pendant qu'il tourne. On l'arrête. On isole la menace. On purge les données corrompues. Antoine m'a demandé si j'écoutais. Il m'a dit que l'orchestre attendait pour notre première danse et que je devais refaire mon maquillage et retourner là-bas. Il a dit que si je signais les papiers maintenant, nous pourrions oublier que c'était arrivé et commencer notre vie. J'ai réalisé alors que la cage dorée n'était pas seulement construite sur la cupidité de ses parents. Elle était construite sur la lâcheté d'Antoine. Il avait besoin de mon salaire pour maintenir l'illusion de son propre succès car ses parents croulaient sous les dettes. Le penthouse, le gala, le champagne, tout n'était qu'un château de cartes, et j'étais la fondation qu'il prévoyait d'enterrer vivante. Je l'ai regardé, et j'ai ressenti une clarté froide et cristalline. Je n'avais rien à faire ici. Je n'étais pas une ligne budgétaire dans leur plan de redressement. J'étais l'architecte de ma propre sortie. Je suis sortie de ce penthouse sans me retourner une seule fois. La descente en ascenseur ressemblait à une réinitialisation du système. À mesure que les numéros d'étage défilaient, je sentais le poids de cette demande de 15 000 € par mois s'envoler, remplacée par la logique froide et dure d'une architecte logicielle. L'air parisien m'a frappé le visage, vif et impitoyable, sentant la pluie et les gaz d'échappement. Je n'ai pas appelé de taxi pour retourner à l'appartement que je partageais avec Antoine. Cet endroit était un serveur compromis. Je suis allée au seul endroit où la vérité était encore un actif protégé. Le cabinet de mon père dans le quartier latin. La pièce sentait le vieux cuir, le cèdre et le poids silencieux de milliers de livres de droit. Marc ne m'a pas offert de câlin ni de verre d'eau quand je suis entrée, portant encore une robe de mariée qui ressemblait maintenant à un linceul. Il a juste regardé mon visage, a vu la distance clinique dans mes yeux et a hoché la tête. Il savait, il avait passé sa vie à lire les gens depuis son tribunal et il voyait que j'avais enfin opéré un arrêt forcé de mes propres illusions. Je me suis assise en face de son bureau en acajou, la soie ivoire de ma jupe se déversant sur le tapis persan, et je lui ai parlé du contrat. Je lui ai parlé des 15 000 €, du bonus annuel et de la campagne de dénigrement que Catherine menait déjà contre moi. Marc n'a pas eu l'air surpris.
Il a fouillé dans un tiroir et en a sorti un épais dossier jaune. Il m'a dit que l'émotion n'est qu'une donnée erronée dans un audit critique et qu'il était temps de regarder le véritable bilan comptable de la famille que j'avais failli rejoindre. Ces derniers mois, ses instincts de juge avaient hurlé. Nous n'avons pas parlé de mon cœur brisé. Nous avons parlé du passif de Philippe. À mesure que nous parcourions les documents, l'ampleur de la supercherie devenait claire. Le prestigieux cabinet de conseil de Philippe était un fantôme. C'était une coquille vide, une façade conçue pour maintenir l'apparence de la royauté parisienne. Pendant que les comptes bancaires se vidaient de leur sang, mon père m'a montré les registres publics qu'il avait obtenus grâce à ses relations. Philippe n'avait pas décroché un seul client majeur depuis 3 ans. Il n'était pas riche. C'étaient des débiteurs professionnels. Puis nous avons trouvé le véritable motif derrière la rançon salariale. Le penthouse du 8e, celui où la Fed battait encore son plein, faisait face à une saisie immobilière immédiate. La banque avait émis un dernier avertissement 6 semaines plus tôt. Catherine et Philippe ne cherchaient pas un bonus familial. Ils cherchaient un prêt relais, qui n'aurait jamais à être remboursé. Mais 15 000 € par mois correspondaient exactement au montant nécessaire pour couvrir les impayés du crédit et les charges de copropriété, juste pour garder la lumière allumée 1 mois de plus. Ils ne m'accueillaient pas dans une famille. Ils recrutaient un investisseur silencieux pour liquider mon propre avenir afin de sauver leur navire en perdition. Je fixais les chiffres sur la page, ressentant un sentiment d'illumination qui n'avait rien à voir avec la paix. Ce n'était pas une dépression, c'était un audit. J'ai réalisé que chaque « je t'aime » d'Antoine, chaque sourire chaleureux de Catherine, avait été une tentative calculée d'augmenter leur plafond de crédit. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant des années. J'ai regardé mon père et, pour la première fois de la journée, je me suis sentie puissante. Je lui ai dit que je voulais un audit forensique complet de tout ce que Philippe avait touché pendant nos fiançailles. S'ils allaient traiter ma vie comme une transaction commerciale, j'allais m'assurer qu'ils sachent exactement ce qui se passe lorsqu'un contrat est rompu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai bloqué le numéro d'Antoine. Le système était désormais officiellement hors ligne. L'horloge comptoise dans le bureau de mon père égrenait les secondes avec une finalité lourde et rythmique qui s'accordait au battement de mon cœur. Nous étions assis là depuis 3 heures, le silence entre nous n'étant brisé que par le bruit sec des pages tournées et le grattement du stylo plume de mon père. Marc était dans son élément. Il n'était plus seulement mon père. Il était l'honorable juge Marc, présidant l'effondrement total de mon ancienne vie. Il n'a pas levé les yeux quand le rapport de l'expert comptable est arrivé dans sa boîte mail. Il l'a simplement imprimé et a fait glisser la dernière page sur le bureau en acajou vers moi. Je l'ai ramassé avec des mains qui avaient enfin cessé de trembler. J'ai scanné les lignes de données, la logique des chiffres coupant à travers le brouillard émotionnel comme un laser haute puissance. Puis, je l'ai vu. Philippe n'avait pas juste attendu mon salaire de 15 000 € pour sauver son penthouse. Il avait commencé la récolte des mois plus tôt. Je fixais la copie d'un prêt relais à taux d'intérêt exorbitant de 250 000 €. Le nom de l'emprunteur en bas était le mien. La signature était une réplique quasi parfaite de la mienne, mais la boucle du S de Sophie était juste une fraction trop large. C'était une imitation de ma vie par un homme qui ne me voyait que comme un actif à haut rendement. Philippe avait utilisé les vérifications d'antécédents détaillés et les relevés financiers que j'avais fournis pour notre contrat de mariage. Je lui avais remis les clés de mon identité, parce que je pensais que nous construisions une union. Au lieu de cela, il avait utilisé ces données pour forger ma signature sur un prêt prédateur, afin de couvrir les pertes massives de son entreprise. Ce n'était pas juste de la cupidité ou un malentendu familial, c'était une récolte systématique d'identité. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait liquéfier tout mon avenir et le verser dans leur trou noir de dette. J'ai senti une rupture froide et définitive dans ma poitrine. Ce dernier fil de devoir familial auquel je m'accrochais ne s'est pas contenté de casser. Il s'est évaporé. J'ai réalisé que Catherine, Philippe et même Antoine n'étaient pas des membres de la famille que j'avais déçue. Ils avaient cartographié mes vulnérabilités, mon désir d'appartenance, mon respect pour les aînés, et les avaient utilisés pour installer un virus conçu pour drainer le travail de ma vie. J'ai regardé mon père. Il m'observait avec une expression qui était presque de la fierté, la façon dont un architecte regarde un pont qui a survécu à son premier ouragan. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Par le passé, j'aurais pu être demandé comment nous pouvions résoudre cela discrètement pour sauver leur réputation.
J'aurais pu m'inquiéter pour la carrière d'Antoine, mais ses pensées étaient des données obsolètes. Elles n'étaient plus pertinentes. Je lui ai dit que je ne les voyais plus comme une famille. Je les voyais comme une faille de sécurité qui devait être corrigée, définitivement. Philippe avait commis un crime. Il n'avait pas simplement demandé un prêt. Il avait volé mon identité pour commettre une fraude. J'ai senti une clarté cristalline s'installer en moi. Ce n'était plus une tragédie, c'était une opération de récupération. J'ai dit à mon père de déposer la plainte au pénal. Je ne voulais pas d'un arrangement à l'amiable. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais une purge complète du système. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé les messages bloqués d'Antoine. Ce n'était plus que du mauvais code. J'ai supprimé tout le fil de conversation sans le lire. Je n'étais plus une mariée attendant d'être sauvée. J'étais l'architecte, et il était temps de reconstruire la forteresse. Le gala héritage de Paris était exactement ce à quoi je m'attendais. La grande salle de bal était un chef-d'œuvre de perfection artificielle, remplie de l'odeur des lys et du goût métallique et piquant du champagne de luxe. Catherine se tenait au centre d'un cercle de membres du conseil et de donateurs, son sourire aussi figé et fragile qu'un masque de porcelaine. Elle jouait le rôle de la matriarche élégante, sa robe de soie scintillant sous le poids d'une douzaine de lustres en cristal. Mais sous la surface, je savais que les fondations pourrissaient. Le penthouse, où se tenait la fête, était un fantôme, un monument creux à une fortune qui n'existait plus. Je ne suis pas arrivée dans la soie ivoire d'une mariée. Je suis entrée dans cette salle de bal vêtue d'un tailleur-pantalon anthracite, mes cheveux tirés en arrière, avec une précision qui signalait la fin de la représentation. Je n'ai offert ni sourire ni larmes. J'ai offert un audit. Alors que je traversais la foule, les murmures que Catherine avait lancés les mensonges sur ma dépression nerveuse sont morts dans la gorge des invités. Ils ne voyaient pas une femme hystérique. Ils voyaient l'architecte logiciel senior de leur propre chute. Catherine m'a vue, et son visage est passé d'un sourire commercial à un rictus haineux. Elle a commencé à parler, sa voix dégoulinant de cette condescendance familière, me disant que j'avais assez embarrassé la famille et que je devais partir avant qu'elle n'appelle la sécurité. Je n'ai pas répondu par la colère. La colère est une variable que j'avais déjà purgée de l'équation. Je me suis simplement dirigée vers elle. J'ai sorti un épais dossier jaune de mon sac et je l'ai posé sur la table entre deux vases en cristal. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour des excuses. J'étais là pour délivrer un avis de rupture de contrat. J'ai regardé ses mains trembler alors qu'elle ouvrait le dossier. À l'intérieur se trouvaient les preuves que Philippe et Antoine croyaient cachées. La preuve forensique de la falsification de signature sur le prêt de 250 000 € et l'avis officiel de vente de la banque. Le penthouse allait être saisi dans 48 heures. Leur statut de locataire était officiellement insolvable. Le calme de Catherine ne s'est pas seulement fissuré. Elle a réalisé que le public n'était plus seulement son cercle social. C'était une salle pleine de témoins de la déchéance criminelle de sa famille. Elle est tombée à genoux, sa jupe de soie s'accrochant au bord de la table, et a commencé à supplier. Elle parlait des liens du sang et de l'héritage, disant que nous pouvions arranger ça si j'utilisais simplement mon salaire pour couvrir la dette immédiate. Je l'ai regardée de haut, et j'ai réalisé que parfois, la plus grande libération n'est pas le pardon, c'est la rupture totale et clinique avec des gens qui voient votre compassion comme une ressource à découvert. C'était le moment où j'ai choisi de rompre les liens pour me retrouver moi-même. J'ai compris que couper un lien toxique, même lié par le mariage ou l'histoire, n'était pas un acte de trahison. C'était un acte de réappropriation. Pendant des années, j'avais été l'investisseur silencieux dans leur version de la famille, me faisant toute petite pour qu'ils puissent se sentir grands. J'en avais fini d'être la fondation d'un château de cartes. Je n'ai pas dit un mot pendant qu'elle pleurait. Je n'en avais pas besoin. Mon silence était le jugement final, un point final au bout d'une phrase longue et coûteuse. Je lui ai tourné le dos et me suis dirigée vers la sortie, mais pas résonnant fermement sur le sol poli. Dans mon esprit, j'étais déjà en train de supprimer les données obsolètes de ma vie avec Antoine. Je n'étais plus une victime de leur rançon. J'étais l'architecte de ma propre paix. Je me tenais sur le trottoir en face du penthouse parisien, regardant les déménageurs mandatés par la banque emporter les derniers morceaux d'une vie que j'avais failli vivre. Les lustres en cristal avaient disparu, remplacés par des douilles vides, qui ressemblaient à des orbites creuses. Philippe et Catherine n'étaient pas là. Ils s'installaient déjà dans un petit 2 pièces de location dans une banlieue qu'ils avaient l'habitude de moquer. Ils avaient été dépouillés de leur statut locatif, laissés uniquement avec la dette qu'ils avaient passé des décennies à accumuler. En les regardant, j'ai enfin compris l'illusion de pouvoir qui accompagne un portefeuille vide. Toute leur identité,
avait été un château de cartes, construit sur l'apparence de la richesse plutôt que sur la substance du caractère. Dans leur monde, ils avaient fonctionné sur le principe de l'avoir plutôt que de l'être. Tant qu'ils avaient le penthouse et les invitations au gala, ils se croyaient supérieurs. Mais la richesse n'est pas juste un bilan comptable, c'est une fondation. Quand l'argent s'est volatilisé, ils n'ont pas seulement perdu leur maison, ils se sont perdus eux-mêmes. Ils n'avaient aucune valeur interne sur laquelle s'appuyer. Leur statut était un costume qu'ils ne pouvaient plus se permettre de louer, et sans lui, ils n'étaient que deux étrangers se noyant dans les conséquences de leur propre choix. Antoine ne s'en est pas beaucoup mieux sorti. La tâche réputationnelle de l'affaire de faux et usage de faux était un virus que son agence de marketing ne pouvait ignorer. Il a été licencié 2 semaines après l'effondrement de la cérémonie de mariage. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de contacter ses anciennes relations de l'élite, mais ils effaçaient déjà ces données. Dans leur monde, vous ne valez que ce que vaut votre prochaine connexion à haut rendement. Et Antoine était devenu un passif. Quant à moi, je n'ai pas dépensé mon salaire de 15 000 € par mois pour un nouveau penthouse. Je suis retournée dans mon appartement et j'ai utilisé mes économies pour lancer la fondation Aegis. C'est un système conçu pour fournir une éducation financière et une protection juridique aux femmes confrontées à la coercition économique. Je ne construis plus seulement des logiciels. Je construis des forteresses pour les vulnérables. J'utilise mes compétences d'architecte pour m'assurer qu'aucune autre femme ne soit jamais tenue en otage par les personnes qui prétendent l'aimer. Cette première nuit dans mon nouveau bureau, entourée du ronronnement silencieux des serveurs et de l'odeur de l'encre fraîche sur les documents juridiques, j'ai dormi d'une traite jusqu'au matin. Pour la première fois depuis des années, le poids de la cage dorée avait disparu. Je n'étais plus un investissement. J'étais l'architecte. À toi, la personne qui écoute ceci et qui s'est toujours sentie invisible, celle qui se tient toujours au bord du cercle familial, ceci est pour toi. Peu. As-tu passé ta vie à essayer de gagner une place à une table qui n'a jamais été conçue pour t'accueillir? Peu. As-tu été celle que l'on appelle seulement quand on a besoin d'un prêt ou d'une faveur? Je veux que tu saches que ta valeur n'est pas une variable à calculer par la cupidité de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas une ligne budgétaire. Tu es l'architecte de ta propre histoire. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de sortir de la pièce où l'on ne te respecte pas et de construire la tienne. Si tu as déjà trouvé la force de dire non à quelqu'un qui ne valorisait que ton compte en banque, partage ton histoire ci-dessous. Tu pourrais bien être le signe que quelqu'un d'autre attend. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires de justice.